Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler du français authentique, tu sais, celui qu'on entend dans la rue, pas dans les manuels. Emmanuel, franchement, pourquoi c'est si différent, ce français-là? Moi, à l'école, j'ai jamais entendu « à la bourre » ou carrément, tu vois? Ah, mais c'est clair, le français des livres, c'est, comment dire, c'est un peu comme une version polie, toute propre, tu vois. Mais dans la vraie vie, les gens, ils parlent pas comme ça. Genre, l'autre jour, j'étais dans un café à Lyon et il y a un gars qui débarque, il dit direct « Désolé, je suis à la bourre ». Personne va dire « je suis en retard » avec cette voix hyper posée, tu vois. C'est vivant, c'est spontané, et c'est ça qui fait tout le charme du français authentique. Mais ouais, et puis, ce mythe du français parfait, franchement, personne parle comme dans les films d'époque, hein? Moi, j'entends tout le temps « c'est clair »,« grave » ou même « ça me saoule ». C'est ça, le vrai français, non? Exactement. Et puis, tu sais, on mélange tout, on coupe les mots, on balance des tu vois, genre, carrément. C'est ça qui fait la différence. Le français authentique, c'est pas juste une question de vocabulaire, c'est une question de rythme, d'attitude, de feeling, quoi. Mais alors, comment tu fais pour repérer, genre, les vraies expressions, celles qu'on entend dans la rue? Parce que, moi, parfois, j'ai l'impression de rien piger quand j'écoute des natifs parler entre eux. Ouais, c'est normal. Franchement, la première fois que j'ai vécu en colocation, j'ai entendu des trucs genre « c'est chaud ». Au début, je croyais que ça parlait de la température, tu vois. Mais en fait, « c'est chaud », ça veut dire « c'est compliqué »,« c'est risqué » ou même « c'est la galère ». Et il y a plein d'expressions comme ça qui veulent pas du tout dire ce qu'on croit. Ah ouais, et puis, il y a les sous-entendus, les familiarités. Parfois, c'est pas juste les mots, c'est la façon de les dire, ou l'accent, non? Genre, un Marseillais va pas du tout parler comme un Parisien. Mais carrément. Les accents, ça change tout. Et puis, il y a des expressions qui existent que dans certaines régions. Faut vraiment être attentif parce que le sens peut changer ou alors tu passes à côté d'une blague, tu vois. Comprendre les sous-entendus, c'est la clé pour vraiment capter la conversation. Mais, tu fais comment pour pratiquer, sans avoir peur de te planter? Parce que franchement, moi j'ai toujours peur de dire une bêtise ou de passer pour une touriste. Ah, mais faut pas avoir peur. Sérieux, tout le monde se plante, même les natifs. Moi, je conseille toujours de regarder des séries françaises genre 10% ou Plan Cœur. Tu captes direct le vrai langage. Et puis, les groupes de conversation, c'est top. Je me souviens d'un échange linguistique où j'ai voulu dire « j'en ai marre », mais j'ai sorti « j'ai marre de toi » à une fille. Comment dire, c'était pas le bon contexte, hein? Oh, la boulette! Mais c'est comme ça qu'on apprend, non? Genre, faut oser balancer des t'inquiète, grave, ou même ça me saoule dans la vraie vie, petit à petit. C'est en testant qu'on s'améliore, non? Mais oui! Faut pas hésiter à essayer, même si c'est pas parfait. Plus tu utilises des expressions comme « j'en ai marre », « t'inquiète »,« grave », plus ça devient naturel. Et puis, les gens, ils trouvent ça cool quand tu tentes, tu vois? Et, tu penses que la culture pop, genre les chansons, les films, ça aide vraiment à s'immerger dans le français authentique? Mais totalement. Les chansons, c'est une mine d'or. Tu prends, je sais pas, Stromae ou Angèle, t'as des expressions partout. Les films, pareil, tu chopes le vrai langage, les intonations, les blagues. Moi, j'aime bien analyser les dialogues, repérer les expressions idiomatiques et voir comment elles sont utilisées en vrai. Ouais, et puis, tu peux te faire un carnet ou même une note sur ton téléphone pour noter les expressions que t'entends, avec le contexte. Comme ça, tu les retiens mieux, non? Exactement. Faut pas juste écouter, faut noter, revoir et essayer de les replacer dans tes propres phrases. C'est comme ça que tu progresses, vraiment. Mais, tu crois qu'il faut vraiment s'immerger à fond, genre participer à des événements, des rencontres, pour maîtriser le français authentique? Ouais, franchement,
y a rien de mieux. Les événements locaux, les cafés linguistiques, c'est là que tu découvres les accents, les expressions régionales et tu pratiques en vrai. Et puis, avec les applis ou les réseaux sociaux, tu peux parler avec des natifs, recevoir des corrections, des feedbacks, c'est super utile. Et tu tiens un journal de bord, toi? Genre, tu notes chaque nouvelle expression, le contexte. Comment tu t'es senti en l'utilisant? Ouais, carrément. Ça aide à mémoriser et à voir tes progrès. Et puis, tu te rends compte que t'es de plus en plus à l'aise, tu vois. Mais, attends, concrètement, comment tu fais pour intégrer tout ça dans ta vie de tous les jours? Parce que, c'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Faut y aller petit à petit. Genre, tu participes à des événements locaux, des cafés linguistiques, tu t'inscris à des échanges culturels. Et puis, tu t'engages avec des natifs sur les réseaux, tu poses des questions, tu demandes des corrections, tu échanges sur la culture, les expressions, c'est ça qui fait la différence. Et le journal de bord, c'est vraiment utile, hein? Tu notes chaque nouvelle expression, le contexte, ton ressenti. Ça t'aide à les ancrer, à les ressortir spontanément après. Mais oui, et plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Faut pas se mettre la pression, faut juste essayer, encore et encore. Et, pour finir, tu conseillerais quoi pour intégrer la culture pop dans la pratique quotidienne? Genre, t'as une astuce simple? Ouais, un truc tout bête. Chaque semaine, tu choisis une chanson, un film ou une émission française et tu notes au moins 3 expressions ou tournures que t'entends. Tu te fais un espace dédié dans ton carnet ou ton appli, tu notes le contexte, ton ressenti et tu réfléchis à comment les utiliser dans tes conversations. C'est comme ça que tu gagnes en spontanéité, en authenticité, tu vois. Ouais, c'est top. Et puis, ça donne envie de tester direct, genre demain, dans la vraie vie. Bon, Emmanuel, merci pour tous tes conseils, c'était vraiment cool. Merci à toi, Charline. C'était super sympa. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast, hein? Grave, à la prochaine. Salut Emmanuel. Salut Charline, salut à tous. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Emmanuel. Prêt à plonger dans le vrai français, celui qu'on parle dans la rue, pas dans les manuels? Toujours prêt, Charline. Franchement, c'est un sujet qui me fait marrer parce que, tu sais, même après des années à Paris, je découvre encore des expressions qui me laissent perplexe. Genre, le fameux « c'est pas la mer à boire ». La première fois qu'on m'a sorti ça, j'ai cru qu'on me parlait de vacances à la plage, tu vois? Mais oui! Et puis, il y a tellement de différences entre le français qu'on apprend à l'école et celui qu'on entend dans un café ou à la boulangerie. Par exemple, tu vas jamais entendre quelqu'un dire « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît » avec cette intonation parfaite. C'est plutôt « Une baguette, s'il vous plaît » et hop, c'est plié. Exactement. Et puis, les conversations entre amis, c'est encore un autre monde. On coupe les mots, on balance des ouais, des bah, des tu vois. C'est vivant, c'est rapide et parfois, même moi, j'ai du mal à suivre quand ça fuse dans tous les sens. Tu sais, ça me rappelle ma première semaine à Lyon. J'étais toute fière. Je pensais maîtriser le français. Et là, une voisine me dit « On va tirer la bourre ce soir ?» J'étais là genre « Tirer quoi ?» J'ai cru qu'elle parlait de bricolage ou d'un truc bizarre. En fait, c'était juste pour dire faire la fête, s'amuser. J'ai eu l'air bête, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, non? Mais c'est ça, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que le français, c'est pas juste des règles de grammaire, c'est tout un univers de codes, d'expressions, de petits trucs qu'on capte qu'en vivant ici. Et franchement, c'est ce qui rend la langue vivante, je trouve. Et puis, faut pas avoir peur de se tromper. On va tous se planter sur une expression ou mal comprendre un mot. Mais c'est ça qui fait les meilleures anecdotes, non? Grave. Et puis, ça fait rire tout le monde, et au final, c'est comme ça qu'on s'intègre. Bon, on va pas s'arrêter là, parce que la langue, c'est qu'un bout de l'histoire. Parlons un peu de la culture. Justement.
Alors, la culture française, c'est un vrai terrain de jeu pour les clichés, hein. On imagine tous Paris avec la baguette sous le bras, le béret, le petit café en terrasse, mais la réalité, c'est pas toujours ça. Enfin, sauf peut-être la baguette, ça c'est vrai. Ouais. Et puis, faut voir la différence entre les villes. Paris, c'est speed, tout le monde court, personne se regarde. Marseille, c'est plus détendu. Tu discutes avec le poissonnier comme si t'étais de la famille. Toulouse, c'est encore autre chose. Il y a ce côté sud-ouest. Hyper chaleureux. Mais avec leur accent. Parfois, même moi. Je dois tendre l'oreille. Et puis, il y a des habitudes qu'on connaît pas forcément, genre les horaires de repas. Moi, la première fois que j'ai dîné chez des amis à Paris, j'ai débarqué à 19h30, pensant être à l'heure. Bah non, tout le monde est arrivé à 20h30, tranquille, et on a mangé à 22h. J'étais affamé. Mais oui, et l'humour aussi, c'est tout un art. On adore l'ironie, les jeux de mots, parfois un peu piquants. Faut pas tout prendre au premier degré, sinon tu passes à côté de la moitié des blagues. Et tu sais ce qui m'a le plus surpris ? Le tutoiement dans les cafés parisiens. Je m'attendais à ce qu'on me vouvoie. Tu vois, genre « Monsieur, que désirez-vous » Mais non, direct. « Tu veux quoi ?» J'ai mis un moment à m'y faire. Mais en fait, c'est super convivial. C'est vrai. Et ça montre bien que la France, c'est pas un bloc monolithique. Chaque région, chaque ville a ses codes, ses petites manies. Faut juste être curieux et pas avoir peur de poser des questions, même si on a l'air un peu paumé au début. Et puis, c'est comme ça qu'on découvre la vraie France, pas celle des cartes postales. Bon, justement, parlons un peu de ce que ça veut dire, s'intégrer ici, avec tous ces codes. Ah, l'intégration. C'est un mot qui fait peur, mais en vrai, c'est juste une série de petites victoires et de grosses galères, non ? Ouais, et surtout, faut pas croire que c'est facile, même quand on parle déjà français. Il y a toujours des trucs qui t'échappent, les références culturelles, les habitudes, les sous-entendus. J'ai une amie, elle vient du Canada, elle pensait que tout allait rouler parce qu'elle parlait super bien français. Mais au marché, elle a voulu marchander le prix des tomates comme au Québec. Le vendeur l'a regardée comme si elle venait de Mars. Ici, ça se fait pas, tu vois. Elle était super gênée, mais bon. Maintenant, elle en rigole. C'est typique. Et puis, il y a les pièges à éviter. Genre, croire que tout le monde va t'expliquer les règles. Non, souvent, tu dois observer, imiter et parfois te planter. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, il y a plein de ressources pour s'intégrer. Les associations, les groupes de conversation, même les voisins. Faut juste oser aller vers les gens même si on a peur de faire une gaffe. Au pire, ça fait une bonne histoire à raconter. Et puis, faut pas hésiter à demander des conseils. Les Français adorent t'expliquer leurs traditions, leurs petits trucs. Faut juste pas avoir peur de passer pour un touriste au début. On l'a tous été de toute façon. Exactement. Et puis, une fois qu'on a passé ce cap, on commence à vraiment profiter de la vie ici. Et ça passe aussi par les fêtes, les traditions. Ah, les fêtes françaises, c'est tout un programme. Le 14 juillet, par exemple, c'est pas juste les feux d'artifice à la télé. Dans certains villages, t'as des bals, des repas géants, tout le monde danse, même les grands-mères. Et Noël, c'est pareil. À Strasbourg, c'est le marché de Noël, les odeurs de vin chaud, les chants dans la rue. Mais à Marseille, c'est les santons, la crèche, et parfois on mange du poisson au lieu de la dinde. Chaque région a ses petites traditions, c'est ça qui est beau. Et la fête de la musique, alors ? Le 21 juin, t'as des concerts partout, dans la rue, dans les bars, même sur les balcons. C'est le moment où tout le monde sort, même ceux qui chantent faux. C'est hyper convivial et franchement, ça donne une autre image de la France. Si tu veux vraiment t'intégrer, faut pas hésiter à participer à ces fêtes. Même si tu connais personne, tu viens, tu discutes, tu goûtes les spécialités. Les gens adorent partager leurs traditions, surtout si tu montres que t'es curieux. Et puis, ça aide à comprendre la culture. Les fêtes, c'est pas juste pour s'amuser, c'est aussi un moyen de se sentir chez soi, de créer des souvenirs. Faut juste oser franchir le pas, même si on se sent un peu perdu au début. Et puis, c'est souvent autour d'un bon repas. Ce qui nous amène à la gastronomie, non ? Ah, la gastronomie française.
c'est un monde à part, avec ses codes, ses rituels. Par exemple, le pain, c'est sacré. Tu poses jamais le pain à l'envers sur la table, c'est presque un crime. Et puis, la manière de trinquer, faut regarder les gens dans les yeux, sinon, paraît-il, ça porte malheur. Et attention, on ne croise pas les verres. Et le silence pendant certains plats, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est qu'on savoure. J'ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je pensais que j'avais dit un truc de travers, mais non, c'est juste que le plat était bon. Pour les vins et les fromages, c'est pareil. Faut pas hésiter à demander conseil, à goûter, à poser des questions. Les Français adorent parler de bouffe, alors tu risques pas de te faire rembarrer. Mais évite de mettre du fromage dans la soupe, hein, ça c'est un sacrilège. Et puis, faut pas stresser si tu connais pas tous les codes. L'important, c'est de montrer que t'es curieux, que t'as envie d'apprendre. Les faux pas, ça arrive à tout le monde, et souvent, ça fait rire plus qu'autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'on découvre les vraies richesses de la France. Mais il y a un autre truc super important, c'est la politesse. Les petits gestes. Ah, la politesse à la française, c'est tout un art. Le bonjour le matin, c'est obligatoire. Si tu rentres dans une boulangerie sans dire bonjour, tu passes pour un malpoli direct. Et le merci, le au revoir, c'est pareil. Même si t'achètes juste un croissant, tu le dis. Ça coûte rien. Mais ça change tout dans la relation avec les gens. Et puis, il y a les petits gestes, la poignée de main, le baiser sur la joue. Bon, ça dépend des régions, hein. À Paris, c'est 2 bises, à Montpellier, c'est 3, et dans certains coins, c'est même 4. Faut suivre le mouvement, sinon tu te retrouves à faire la bise dans le vide. C'est gênant. Et puis, l'attention aux détails. Par exemple, apporter un petit cadeau quand t'es invité chez quelqu'un. Ou complimenter le plat, même si c'est pas ton truc. Ça fait toujours plaisir et ça montre que tu respectes les codes. Faut aussi savoir adapter son comportement. Au boulot, c'est plus formel, on vous voit, on évite les blagues trop personnelles. Entre amis, c'est plus détendu. On se tutoie, on rigole. Mais faut sentir l'ambiance, sinon tu peux vite passer à côté. Et puis, si jamais tu fais une gaffe, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est d'être sincère, de montrer que t'as envie de t'intégrer. Les Français sont parfois un peu râleurs, mais au fond, ils aiment bien quand on fait l'effort. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon, non ? Ouais, et on pourrait en parler des heures, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Podcast. On espère que ça vous a donné envie de découvrir la France autrement, sans clichés, avec curiosité et humour. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Emmanuel, salut à tous et à la prochaine. Salut Charline, salut tout le monde. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bonjour à toutes et à tous. Alors, beaucoup d'apprenants vivent ça. On apprend bien le français des livres et puis, paf, on est dans une vraie discussion. Ça va vite, c'est plein de sous-entendus et on rame un peu, quoi. Notre idée aujourd'hui, c'est justement de voir comment on peut dépasser ça. Pour ça, on a regardé pas mal de choses, des recherches sur l'immersion, la motivation, des guides sur les registres de langue, des blogs avec des astuces concrètes, des analyses de méthode. Bref, on a brassé un peu large pour essayer d'y voir plus clair sur ce qui marche vraiment pour être à l'aise à l'oral. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est pas de refaire la leçon, hein, mais plutôt de distiller un peu le meilleur de tout ça. Et on va voir que 2 choses reviennent tout le temps, l'authenticité et l'interaction. C'est ça qui compte, bien plus que dans les méthodes plus classiques, on va dire. D'accord. Alors, l'authenticité, justement, parlons-en. Plusieurs sources soulignent ce fossé énorme entre le français un peu formel qu'on apprend et puis celui de tous les jours. L'argot, les expressions, même un simple coucou au lieu de salut, ça peut déstabiliser au début. C'est ce français vivant, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est le lien avec la pertinence. Si on sent que ce qu'on apprend nous sert pour de vrai, comme le dit une des sources, là, ça change tout pour la motivation. C'est là que l'immersion devient puissante. Oui, l'immersion. Que ce soit un vrai séjour à l'étranger, genre Erasmus. Ou même chez soi, c'est possible aussi, hein, en se créant son petit bain linguistique. C'est ça, se créer ça une bulle francophone. Et une source parle de contingence. C'est l'idée d'être face à l'imprévu, c'est ça ? Tout à fait. C'est le côté non scripté, spontané, des vraies conversations. Ça stimule énormément l'apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, cette immersion, elle est plus accessible. Les podcasts, par exemple. Ah oui, les podcasts. Et il y en a plein, des authentiques, des faits pour les apprenants.
Oui, comme le journal en français facile de RFI, qui a même la transcription. C'est super pour commencer. L'important, c'est l'écoute active et régulière. Il faut choisir des choses qui nous plaisent et qu'on arrive à peu près à suivre, sinon on décroche. Utiliser les temps morts, comme on dit, pour ça, c'est une bonne stratégie. Ok, donc s'exposer, écouter activement, mais ça suffit pas, j'imagine. Il faut bien parler à un moment donné. Ah bah oui, c'est crucial. Passer à l'action, oser parler, vraiment pratiquer la conversation. Même si on fait des fautes au début, c'est pas grave, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et il y a des techniques spécifiques qui sont mentionnées comme le shadowing. J'ai trouvé ça intéressant, répéter presque en même temps qu'un natif. Oui, le shadowing, c'est très efficace pour le rythme, la prononciation, l'intonation. Ça aide vraiment à sentir la musique de la langue. Et puis, il y a le chunk learning. Ça, c'est apprendre des blocs de mots, des expressions toutes faites. Genre avoir l'air de, ça me dit quelque chose, ce genre de truc. Exactement, plutôt que des mots isolés. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la langue fonctionne souvent. On utilise des expressions préfabriquées. On peut aussi utiliser la répétition espacée avec des applis pour bien fixer tout ça. Anki, Memrise, c'est pas mal pour le vocabulaire et ces fameux chunks. Et le plaisir dans tout ça. Apprendre avec des films, des séries, de la musique, c'est mentionné comme étant super important pour tenir sur la durée. Ah oui, carrément. Si on prend pas de plaisir, on abandonne vite. Et puis, il y a le sentiment de réussite. Quand on arrive à se faire comprendre, même un petit peu, ça donne une pêche incroyable. Ça motive à continuer. C'est un cercle vertueux, quoi. D'accord. Donc on s'immerge, on écoute, on pratique, on utilise des techniques, on se fait plaisir, mais il reste un gros morceau. Les niveaux de langue. Familier, courant, soutenu. Ah là là, oui. Le fameux casse-tête. Pourquoi c'est si important de faire la différence? Parce que ça change tout. La grammaire, les phrases sont plus courtes en familier, on dit « on » tout le temps pour nous, on oublie le nœud de la négation. Le vocabulaire, l'argot, le verlan d'un côté, des mots plus recherchés de l'autre. Même la prononciation change, avec les élisions comme « je sais pas ». Sans parler du tu et du vous. Ouh là là. C'est ça, on risque de paraître soit trop coincé, soit trop familier justement. C'est délicat. Et concrètement, alors, comment on fait pour s'adapter vite fait sans passer pour quelqu'un qui analyse tout? Une méthode simple, c'est d'abord d'observer comment la personne en face me parle, quel registre elle utilise, comment elle salue. Ensuite, on essaie de s'aligner sur ce registre. Mais attention, avec son propre français. Pas besoin de forcer l'argot si on n'est pas à l'aise. Juste choisir le bon niveau de formalité. Observer, identifier, choisir, parler. C'est clair, c'est pragmatique, ça nous amène un peu à l'approche communicative, non? L'idée d'apprendre en faisant des choses réelles avec la langue? Oui, c'est l'idéal théorique de beaucoup de méthodes. Utiliser la langue pour accomplir quelque chose, pour communiquer vraiment. Mais bon, dans la pratique, c'est pas toujours simple à mettre en place. Une étude en Ouganda montrait bien les défis. Manque de matériel authentique, des classes avec des niveaux très différents, des profs pas toujours formés pour ça. D'accord. Donc pour nous, apprenants autonomes, ça veut dire qu'il ne faut pas tout miser sur une seule méthode. Voilà. C'est plutôt l'idée de l'éclectisme. Il faut être malin, piocher un peu partout, un peu d'immersion passive avec les podcasts, de la pratique active, des techniques comme le shadowing, comprendre les registres. Combiner intelligemment, quoi. Bon, si on résume, pour vraiment maîtriser le français parlé, ça passe par s'exposer à du français authentique et pertinent pour soi. Oui. Pratiquer activement avec des techniques ciblées comme le shadowing ou le chunking. C'est ça. Et développer une bonne oreille pour les différents registres de langue. Exactement. Les points clés, ce seraient beaucoup d'écoute, compréhensible et intéressante, oser parler, pratiquer, observer et s'adapter, et surtout, trouver du plaisir là-dedans. Savourer les petites réussites. Et pour finir, peut-être une question un peu plus profonde. Au-delà de la technique, qu'est-ce que ça change vraiment, cette capacité à jongler entre les registres, à comprendre les implicites culturels? C'est une excellente question. Ça va bien plus loin que la simple correction grammaticale, hein. Comment cette aisance-là modifie notre façon de communiquer, bien sûr, mais aussi la qualité des liens qu'on tisse, notre sentiment d'appartenance, notre intégration, peut-être même notre identité quand on vit dans un milieu francophone. Ça touche au cœur du lien entre la langue, la culture et qui on est, finalement.